Pour vos patients, vivre avec une plaie, c'est mettre sa vie sur pause. Pour chacun de ces patients, vous, soignants, jouez un rôle essentiel. En leur prodiguant les meilleurs soins pour favoriser la cicatrisation, vous les aidez à retrouver leur mobilité, leur liberté, leur vie d'avant. Vous incarnez l'espoir d'une vie à nouveau normale. Notre mission, chez Urgo Médical, est de vous accompagner pour cicatriser les plaies de vos patients le plus tôt possible. Pour mener à bien cette mission, nos équipes ont à cœur de mettre à votre disposition chaque jour des produits innovants, fondés sur les preuves, conçus et produits en France, dans notre centre de R&D et dans nos usines. Ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la science, la recherche et des solutions de rupture qui se fondent sur des preuves cliniques. L'innovation est un levier fondamental pour Urgo Médical. Elle est évidemment dans nos laboratoires de recherche, mais pas seulement. Elle est aussi dans nos usines, où nous créons nos propres machines adaptées à nos nouvelles solutions produits. Ce qu'on veut pour nos patients, c'est le meilleur, c'est leur permettre de guérir, de cicatriser le plus rapidement possible. Nos équipes sont formées pour vous accompagner et être au cœur du parcours de soins du patient. Notre engagement à vos côtés, c'est aussi d'améliorer les connaissances scientifiques et de diffuser les bonnes pratiques en cicatrisation. C'est ce que nous faisons à travers nos communications scientifiques, nos événements dédiés à la prise en charge des plaies. Notre objectif est de faciliter vos échanges entre soignants de ville et de l'hôpital, au niveau local, régional, national. Notre préoccupation constante est de vous fournir des informations utiles, fiables, objectives. Chaque jour, votre mission est de soigner vos patients. Chaque jour, notre mission est de vous aider. Pour cela, nous avons développé Illico, une application mobile innovante et accessible à tous, favorisant la coordination entre soignants pour une meilleure prise en charge des plaies du début jusqu'à la fin de leur cicatrisation. Ceux qui font la différence au quotidien chez Urgo, ce sont nos équipes qui font vivre notre mission avec passion chaque jour à vos côtés pour que les patients cicatrisent plus tôt, pour qu'ils retrouvent leur vie d'avant, pour leur permettre de vivre, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 3e édition du Forum des pharmaciens et merci de vous être connectés. Alors Claire, le Forum des pharmaciens, c'est quoi ? Alors le Forum des pharmaciens, c'est une journée de formation numérique gratuite à destination des pharmaciens hospitaliers, créée par des pharmaciens hospitaliers en partenariat avec Urgo Médical. On est un laboratoire spécialisé dans le traitement des plaies et on a à cœur de vous proposer des produits innovants qui ont prouvé leur efficacité, qui sont fabriqués en France et qui visent à améliorer la prise en charge des plaies aiguës ou chroniques au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, le thème abordé, c'est le groupe PLAIE, présenté par Dr Claire Simon du centre hospitalier de Nîmes, Dr Nicolas Maillard du centre hospitalier de Vannes, Dr Nora Rioal du centre hospitalier de Vannes également, et Dr Olivier Sellal du centre hospitalier de Nantes. Quel est l'objectif d'un groupe PLAIE ? Son but, comment le créer et comment le pérenniser, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Je vous souhaite une bonne séance. Merci. Et n'oubliez pas, à la fin de la présentation, un QR code sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez flasher le QR code, remplir le formulaire et nous reviendrons vers vous très prochainement avec les réponses. Bon visionnage, merci. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des groupes PLAIE, c'est-à-dire la définition des groupes PLAIE, leur situation en France, et puis nous vous ferons un petit retour d'expérience sur les différents établissements. Alors, pourquoi parler des groupes PLAIE ? Le contexte actuel, c'est le vieillissement de la population et l'augmentation constante des pathologies chroniques entraîne de fait une augmentation des dépenses de santé, en particulier celles des pansements. Le marché des pansements évolue énormément vers des pansements de plus en plus techniques et innovants, d'où l'importance de bien les connaître pour en faire bon usage. Les parcours de soins sont nombreux et complexes, surtout pour les maladies chroniques. Alors, quelques chiffres. Il faut savoir que dans le monde, toutes les 20 secondes, une personne est amputée à cause de la pathologie diabétique. En 2021, on dénombrait 537 millions d'adultes atteints de diabète dans le monde. En France, c'est une personne sur 10 qui est diabétique
Et parmi ces personnes diabétiques, un diabétique sur 6 fera un ulcère du pied dans sa vie, avec, dans 70% des cas, une récidive à 5 ans. Un diabétique sur 10 sera amputé, avec, dans 70% des cas, un décès à 5 ans. Ces chiffres de diabète sont importants et entraînent évidemment des dépenses de santé. Les complications du diabète entraînent 7,7 milliards d'euros de dépenses par an. Et pour l'assurance maladie, la prise en charge globale du diabète s'élève à 19 milliards d'euros par an. Pour l'ulcère de jambe, les chiffres sont un petit peu plus modestes, mais on dénombre quand même 440 634 patients qui souffrent d'ulcère de jambe, à savoir 3 à 4% de la population française, et 63% sont concernés par des ulcères veineux. Le coût d'un traitement d'un ulcère veineux, c'est 900 € par mois et par ulcère, et pour l'assurance maladie, les dépenses s'élèvent à 272 millions d'euros par an. Petit focus plutôt sur les CHU, sur des CHU comme par exemple à Nîmes. À Nîmes, qui est un hôpital d'environ 2000 lits, les dépenses de pansement s'élevaient en 2022 à 1,5 million d'euros sur 17,3 millions d'euros sur la totalité des dispositifs médicaux stériles, soit 9%. Concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville, les PHEV, ces dépenses en 2016 s'élevaient à 11,7 milliards d'euros remboursés par l'assurance maladie. Alors les prescriptions hospitalières exécutées en ville, ça concerne les pansements, mais ça concerne aussi les transports, les médicaments, la perfusion. Donc ces PHEV représentaient 124 millions d'euros rien que pour les pansements. Et on note surtout des dépenses sur des classes bien particulières, notamment les hydrocellulaires qui représentent 45% de ces dépenses. Viennent après les compresses, les sets à pansement et puis les CMC, les alginates. Face à ces dépenses croissantes, l'assurance maladie a, dans sa loi de financement de 2016, créé le CAQES. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un contrat qui lie l'Agence régionale de santé, l'organisme local d'assurance maladie et les établissements de santé. C'est le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. L'objectif étant d'améliorer les pratiques, de réguler l'offre de soins et l'efficience des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire au final de réduire les dépenses liées au PHEV en améliorant la pertinence de la prescription tout en sensibilisant chaque acteur impliqué. Bien évidemment, ces objectifs font l'objet d'un suivi. Alors, il y a plusieurs indicateurs, notamment des indicateurs nationaux, mais aussi régionaux. Et dans les indicateurs nationaux, il y a la prescription des pansements. Ce suivi se fait de façon annuelle ou bisannuelle et on évalue en fait l'impact des mesures prises par chaque établissement de santé sur les dépenses. D'où l'utilité des groupes PLAY. Alors, pourquoi créer un groupe PLAY ? Créer un groupe PLAY, d'abord, c'est rassembler des experts de la cicatrisation afin de mutualiser les compétences pour une bonne prise en charge des plaies au sein des établissements de santé. Ce groupe doit être multidisciplinaire, c'est évidemment la clé de la réussite, avec des experts médicaux, paramédicaux, mais aussi des membres des différentes directions, notamment la direction des soins, des hygiénistes, le biomédical et toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à la prise en charge des plaies. Alors, ces missions sont principalement d'harmoniser au départ les pratiques en élaborant des protocoles de soins, des plaies chroniques et des plaies aiguës, d'évaluer les pratiques de soins, d'adapter les moyens aux besoins, c'est-à-dire le choix des pansements lors des appels d'offres ou lors de nouveaux référencements, le choix des équipements biomédicaux inhérents au traitement et à la prévention des plaies, par exemple les matelas de prévention des escarres, les coussins de positionnement, mais aussi la thérapie par pression négative. Garantir le niveau de compétence des soignants en assurant information et formation, ça c'est essentiel et il faut le refaire régulièrement. De s'assurer du bon usage des pansements, de la TPN et tous les dispositifs médicaux pour la prise en charge des plaies. De contrôler les dépenses,
d'élaborer des supports de prescription de sortie destinés à la ville pour les fameux PHEV, pour éviter effectivement des dépenses inutiles, des redondances et surtout une perte de temps et de chance pour le patient. De travailler avec les établissements du GHT et de promouvoir le fonctionnement en réseau. Merci beaucoup Claire pour cette présentation très complète. Pour poursuivre la réflexion et pour se poser la question de l'état des lieux, nous avons décidé de réaliser une enquête en mai 2023 auprès des adhérents d'Europharmat. Ce questionnaire était fait de 19 items qui nous semblent primordiaux dans la vie d'une commission plaie et cicatrisation au sein d'un établissement de santé. La première question, c'était bien évidemment celle de l'existence de cette commission plaie et cicatrisation et les résultats montrent qu'une très grande majorité des établissements ont mis en place une commission plaie et cicatrisation. Par la suite, nous nous sommes posé la question depuis combien de temps existaient ces CPC et ces CPC sont inscrites dans la durée depuis de très nombreuses années au sein de nos établissements de santé avec une très grande majorité de CPC qui existent depuis plus de 15 ans au sein des établissements de santé. Ces CPC bénéficient d'une reconnaissance institutionnelle puisque la totalité des réponses montrent qu'elles sont unanimement reconnues à la fois par la direction générale et par la direction des soins, ce qui est une chose primordiale pour les CPC. Au niveau de l'évolution de nos établissements et la mise en place des GHT, eh bien on voit que les CPC sont en train d'intégrer ces évolutions organisationnelles et d'intégrer des établissements au sein de leur GHT. Néanmoins, cette évolution ne passe pas en dehors des murs pour le moment et les structures privées ne sont pas encore incluses au sein des commissions plaie et cicatrisation de nos établissements. Nous nous sommes également posé la question de la spécialité du président et les résultats montrent que dans une très grande majorité des cas, les présidents sont assurés par des pharmaciens. Dans certaines CPC, la présidence peut être multiple avec un pharmacien, un médecin et une infirmière, mais également des médecins seuls sur certaines spécialités telles que la chirurgie, la gériatrie ou la dermatologie. Il n'existe pas de durée maximale de mandat, elles ne sont pas définies, ce qui peut être un critère péjoratif pour la poursuite de ces CPC au sein de nos établissements. Une majorité de CPC communiquent en tout cas sur leur existence au sein des établissements de soins puisqu'elles réalisent des plaquettes de communication pour mentionner leur mission et les objectifs de ces commissions au sein de nos établissements de soins. Elles ont bien évidemment une composition multidisciplinaire, notamment sur des services de soins et des spécialités qui sont confrontés quotidiennement aux problématiques de plaie et cicatrisation. Et c'est quelque chose de très important pour le bon fonctionnement d'une CPC d'avoir vraiment ce côté multidisciplinaire en termes de composition. Les CPC intègrent toutes systématiquement des infirmières diplômées d'État qui sont des acteurs bien évidemment incontournables de la prise en charge des plaies et des cicatrisations au sein de nos services de soins. Une majorité de CPC a identifié les différentes thématiques au sein de ces groupes plaies et cicatrisation et se sont structurés en fonction et ont donc créé différents sous-groupes de travail. Une partie des CPC communiquent de plus en plus auprès du corps médical pour réaliser des bilans annuels de leur activité, à la fois en CME ou dans d'autres instances, telles que des COMEDIMS ou d'autres commissions. Ces CPC, en grande majorité, forment les soignants à la plaie. C'est quelque chose de très important de pouvoir continuer l'information auprès des soignants par différents médiums qui peuvent être des staffs, des cours ou des diplômes d'université. Une majorité également de CPC mettent en place des journées de formation et vont donc communiquer autour de la plaie et de la cicatrisation pour sensibiliser les soignants à ces problématiques. Néanmoins, les CPC ne sont pas encore dans une version 2.0 et ne sont pas encore présentes suffisamment sur les réseaux sociaux pour communiquer auprès des soignants notamment. Les CPC n'ont pas encore suffisamment de visibilité en interne et ne bénéficient pas systématiquement d'un espace dédié dans l'intranet de nos établissements. Néanmoins, elles mettent à profit leur expertise avec à la fois des numéros d'avis spécialisés dans une majorité des cas, mais également une majorité se projette au sein des services de soins avec des équipes mobiles de plaie, qui est une évolution assez importante de ces groupes plaie et cicatrisation. Enfin, une dernière question qui montre aussi la difficulté de tenir dans la durée. Eh bien, on voit qu'une grande majorité de commissions plaie et cicatrisation connaissent des difficultés pour tenir dans la durée et ont connu des périodes d'arrêt et de fonctionnement. Je passe maintenant la main à Olivier Sial et Nora Rival pour leur retour d'expérience. Merci Claire, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc effectivement, cette troisième partie va présenter une compilation, une synthèse de recommandations autour de la mise en place, de la production des données d'information
et éventuellement de la relance des groupes plaie et cicatrisation, peau plaie et cicatrisation, peu importe comment on les appelle. Et on va vous faire une présentation à 2 voix, avec des données un peu générales me concernant, et puis on va se focaliser sur l'expérience du CH de Vannes concernant la mise en place et la vie de ce groupe plaie au niveau de cet établissement de santé. Donc en termes de recommandations générales, concernant le démarrage d'un groupe plaie et cicatrisation, et désolé, hein, mais on insiste sur certains aspects, donc désolé s'il y a éventuellement de la redondance par rapport aux informations précédentes, mais ces informations sont importantes. Il faut véritablement une volonté institutionnelle. Autrement dit, on ne lance pas un groupe plaie et cicatrisation ou un groupe de ce type dans l'indifférence de la direction de l'établissement, et encore moins si cette direction est opposée à un projet de ce type-là. Et étant donné la première partie, il faut effectivement que cette direction d'établissement mette à disposition du groupe des moyens divers, en commençant par une salle de réunion ou des salles de réunion, des temps de secrétariat, un temps d'ingénieur qualité, de la visioconférence éventuellement, un outil de gestion électronique des documents, une adresse de messagerie dédiée, enfin tout un tas de moyens qui vont lui permettre de produire, de vivre et de communiquer. Le troisième point est de plus en plus important. Dans tous les groupes de ce type-là, on a énormément de mal à libérer les soignants, et donc il faut effectivement que la direction des soins accepte de libérer du temps de travail des soignants. Et il faut faire reconnaître la nécessité de ce temps qui finalement est libéré du temps de travail, mais dédié aussi à l'institution. Et puis Claire en a parlé, il faut une nécessité de pluralisme. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais il faut qu'on ait un représentant de la direction des soins infirmiers, il faut des infirmières diplômées d'État, des médecins, des diététiciens, des kinésithérapeutes, des soignants de diverses spécialités, des hygiénistes, des pharmaciens, des biomédicaux, des représentants de la direction des achats hôteliers, et puis que la direction de la qualité soit également bien impliquée dans ce type de groupe. Donc Nora, je te passe la parole concernant effectivement la réalité de la mise en place du groupe plaie au CH de Vannes. Bonjour, du coup, le groupe plaie et cicatrisation du CH de Vannes est tout d'abord un groupe institutionnel qui a tout à fait sa place parmi les différents comités comme le CLUD ou le CLAN. Il se compose de différents professionnels constitués de référents et d'experts en plaie pour mutualiser les compétences et l'expertise dans la plaie. Ce groupe permet d'améliorer, d'harmoniser les pratiques et d'assurer la continuité des soins dans les parcours de soins. Il est également le garant du bon usage, par exemple par la création de protocoles, de procédures ou d'outils d'aide au choix du pansement. Ce groupe est composé d'experts qui forment les professionnels et qui maintient la formation de ces professionnels de santé en intra-hospitalier. Ce groupe permet également de faciliter le travail en réseau ville-hôpital et la facilité de réaliser des études médico-économiques pour les prises en charge de plaies. Au CH de Vannes, nous avons mis quelques années avant d'installer un groupe plaie et cicatrisation. Donc de 2017 à 2020, il y a eu plusieurs tentatives de création de ce groupe qui a mené à chaque fois à un échec par manque de professionnels et de temps. Donc fin 2021, nous avons pris la décision de créer ce groupe en coprésidence avec un gériatre, un pharmacien et un infirmier. Donc notre groupe est composé de 4 filières: la gériatrie, la diabétologie, la médecine et chirurgie vasculaire, ainsi que la pharmacie. En 2022, nous avons du coup obtenu une visibilité institutionnelle et un enrichissement du groupe par l'intégration de nouveaux professionnels en intra-hospitalier, comme un médecin vasculaire. Nous avons également présenté ce groupe en CME et en externe aux différents professionnels libéraux. Et cette même année, nous avons déployé la téléexpertise par la plateforme OmniDoc. Et en 2003, nous avons du coup ouvert ce groupe au territoire par l'intégration de nouveaux professionnels au sein du GHT. Et nous avons déployé cette même année l'harmonisation des pratiques avec la création de protocoles et un outil d'aide au choix du pansement. Pour la création de ce groupe plaie, nous avons rencontré quelques difficultés.
Donc, lors de la création, la première difficulté était la communication, donc se faire connaître en interne et en externe de l'hôpital, et de trouver sa place au sein des différents comités institutionnels existants, et bien sûr de faire vivre ce groupe qui vient d'être créé. Donc, le fait de faire vivre un groupe est difficile parce qu'il faut trouver du coup une disponibilité des professionnels, définir le rôle et la responsabilité de chacun au sein de ce groupe, de détacher du temps pour travailler sur les projets, d'assurer l'engagement des membres du groupe et de respecter les objectifs fixés. Donc, concernant maintenant les recommandations globales on va dire des experts de la création des groupes CPC et concernant la durée et le maintien dans la durée de ces groupes, il est évident que depuis la mise en place des GHT, il faut au minimum ouvrir un groupe de ce type-là au groupement hospitalier de territoire. Il faut également s'appuyer sur des groupes institutionnels autres, les informer régulièrement de l'avancée des travaux du groupe PLE Cicatrisation, et puis se servir de leurs compétences et de leur représentativité au sein de l'établissement, comme la Comédims, comme la CME. Il faut également faire reposer le management du groupe, donc ça a été abordé à plusieurs reprises, sur 2 ou 3 personnes, de façon à se relayer en fonction des contraintes, des départs, des affectations à de nouveaux postes, sans risquer de conduire à l'arrêt du groupe sur le fait qu'effectivement ce groupe finalement ne vive et ne tienne que sur une personne. Il faut identifier des leaders dans les différents corps de métier, et ces leaders porteront des groupes de travail thématiques, des sous-groupes éventuels du groupe. Il faut intégrer régulièrement de nouveaux membres, intégrer du sang neuf, relancer le groupe de cette façon-là. Effectivement, ça permet de gommer tous les changements de service, les évolutions de carrière, les évolutions dans l'établissement. Et puis faire reconnaître les experts eux-mêmes au sein de leur spécialité, au sein de leur service, de sorte à relayer toute l'expérience acquise par le groupe dans ce domaine-là. Et puis, il faut apporter de l'analyse dans le contrôle des dépenses aux directions concernées. Donc ça paraît loin de l'exercice clinique et effectivement de cette optimisation clinique, mais beaucoup de directions d'établissement comptent également sur des groupes de ce type-là pour apporter de l'information et de la consistance aux éventuelles évolutions de dépenses concernant notamment les pansements. Nora en a parlé un petit peu, mais effectivement, il faut produire et faire savoir que l'on produit. Donc il faut établir un planning annuel prédéterminé, connu, avec les ordres du jour qui sont connus de tous les membres, de façon suffisamment anticipée. Il faut adresser rapidement des comptes rendus une fois que la réunion est passée, notamment pour maintenir dans la vie du groupe la totalité des membres, y compris ceux qui n'ont pas pu assister aux réunions précédentes. Il faut définir collectivement des objectifs atteignables, ne pas se disperser sur des thèmes trop nombreux, trop ambitieux. On a souvent tendance à vouloir en faire trop et finalement se perdre dans cette multitude. Il faut être en lien avec les organismes de formation pour apporter des supports et une expertise de formation. Ces groupes sont constitués d'experts qui ont vraiment une richesse à transmettre en termes de compétences sur les pansements. Il faut organiser des campagnes d'audit et d'évaluation des pratiques de soins, c'est important et c'est important dans la durée. Il faut proposer des protocoles d'optimisation et d'harmonisation des soins. Il faut communiquer dans l'intranet s'il existe, diffuser des documents produits, créer des événements internes, des événements même qui soient éventuellement ludiques, des quiz, des jeux, notamment à la sortie du réfectoire le midi. Il faut être identifié lors des campagnes de certification comme étant un groupe important au sein de l'institution. Il faut bien évidemment établir un rapport d'activité annuel et le transmettre à toutes les instances et aux groupes concernés. Et il faut utiliser tous les médias de communication possibles. Nicolas en a parlé tout à l'heure et la plupart des groupes PPC ont à s'optimiser sur cet aspect-là. Nora ? Donc au CH de Vannes, nous avons décidé de nous réunir tous les 2 mois, le lundi à l'heure de midi. C'était le seul créneau pour que tous les professionnels soient disponibles. Donc nous avons atteint l'objectif d'harmoniser des protocoles, de mettre en place un outil d'aide au choix du pansement et de développer la téléexpertise. Et là, nous sommes en train de mettre au point la création d'un HDJ PLE composé de diabétologues, gériatres et médecins vasculaires. Et nous réalisons une formation annuelle de 2 heures des professionnels intra-hospitaliers à la prise en charge de PLE.
Et puis la problématique de l'ensemble de ces groupes institutionnels, et notamment post-Covid, c'est parfois de se relancer. Nora en a parlé tout à l'heure, hein, ça a été le cas dès le début de la création du groupe Poplet Cicatrisation sur le CH de Vannes. Ça a été le cas au moins 3 fois également sur le CHU de Nantes que je représente ici. Donc il faut effectivement de temps en temps être amené à solliciter les piliers historiques du groupe pour un point de relance. Et ce point est important, il faut prendre le temps de le poser, identifier quels étaient les leaders actifs, vraiment actifs au sein du groupe, quels sont également les représentants de l'institution qui ne sont pas forcément très actifs au sein du groupe mais qui peuvent relayer les informations et la nécessité de maintenir un groupe de ce type-là. Il faut faire le point des forces vives, prêtes à relancer effectivement le groupe. Quand je dis effectivement, ce sont les personnes qui ont de la compétence, qui disposent d'un peu de temps et dans la durée pour assurer la relance du groupe. Il faut se remémorer et valider les objectifs principaux du groupe, les missions et les réussites. Et notamment, ces réussites permettent de se dynamiser pour effectivement relancer le groupe. Il faut peser tous les arguments en faveur et en défaveur de la relance et solliciter les instances décisionnelles pour évaluer leur motivation à la relance du groupe. Donc on en revient au point initial, hein, si l'institution n'est pas investie et n'a pas l'intention effectivement de supporter un groupe de ce type-là, il vaut peut-être mieux se poser la question d'arrêter. Se fixer des objectifs simples, vraiment très simples pour le redémarrage et communiquer dessus et effectivement faire des points réguliers sur l'état d'avancement de ces objectifs. Et puis relancer les membres historiques en s'assurant de leur engagement dans les missions définies. Donc ça, c'est vraiment très important. S'assurer que ces membres ne sont pas simplement intellectuellement investis, mais sont prêts à consacrer du temps à la relance d'un groupe de ce type-là. En conclusion de cette session sur les groupes Play Cicatrisation, nous allons vous présenter une vidéo de quelques minutes, composée par Caroline et Anne-Marie, et qui reprend de façon synthétique toutes les recommandations autour de la mise en place de ces groupes. En fin de vidéo, vous pourrez scanner le QR code pour toutes les questions que vous pourrez ou que vous voudrez poser et nous y répondrons dans les jours qui suivront. Bonne fin de journée. Un groupe Play, c'est une assemblée d'experts en cicatrisation qui mettent en commun leurs compétences et leur savoir-faire. Il doit être pluridisciplinaire, que ce soit d'un point de vue médical comme paramédical. Un groupe Play se crée pour répondre à un besoin de former, d'informer et d'uniformiser les protocoles, avec aussi un souci de meilleure maîtrise des dépenses. Harmoniser les pratiques, simplifier la mise à disposition des dispositifs médicaux, créer des protocoles, améliorer aussi le parcours de soins et se positionner en tant qu'expert au niveau de l'hôpital. Un rôle d'expertise pour former, informer, gérer les parcours de soins. Il doit également communiquer via tous les moyens de communication qui existent pour un relais dans les unités de soins. Et il doit valoriser les compétences et mutualiser les moyens. Il a également un rôle de référent. Il doit être en interaction avec l'ensemble des acteurs et des faiseurs de la chaîne de mise à disposition des dispositifs médicaux. Et il est également décisionnaire dans l'appel d'offres de référencement. Il y a 4 points essentiels pour créer un groupe Play. Déjà, d'une part, avoir au minimum 4 spécialités reconnues et installées au niveau de l'établissement. Ensuite, il faut attirer des compétences et des appétences différentes pour créer des groupes de projets. Il faut également s'associer aux autres établissements du GHT pour collaborer, mais aussi mettre en commun les compétences et les savoir-faire de chacun. Et enfin, avoir la légitimité auprès de l'administration et des différentes directions. Alors déjà, avoir toujours un rendez-vous avec une horaire, un lieu et un jour qui sont identiques. Pour la production de documents et de protocoles synthétiques et concrets pour l'équipe soignante. Également programmer à l'avance 2 à 4 réunions par an.
La communication, très importante et qui doit utiliser l'ensemble des canaux à disposition et ne pas oublier le rôle de l'industriel qui est vraiment un vecteur très important pour relayer l'information. Et je rajouterai un dernier point, c'est celui de créer des événements en interne participatifs. Il faut privilégier la coprésidence avec une gouvernance agile, fluide, avec des mandats courts. Et ce qui est très important également, c'est la cooptation, que ce soit au niveau médical et paramédical, pour enrichir le groupe PLAY, mais aussi le faire durer. Si vous êtes tenté par l'expérience de créer un groupe PLAY, nous allons bientôt mettre à votre disposition un livret qui va reprendre l'ensemble des étapes et des points clés pour vous accompagner dans la démarche.